beaucoup d'œuvres littéraires qui ont été plus adaptées au cinéma que l'étrange histoire du Dr. Jekyll et de Monsieur Hyde de Robert Louis Stevenson. Il y en a des tonnes de versions dès le début du cinéma. Il y a une version en comédie musicale des années 70 avec Kirk Douglas. Il y en a des tonnes de versions. Puis notre film d'aujourd'hui, Pourquoi c'est bon, c'est une adaptation de Jekyll et Hyde. C'est une comédie basée sur Jekyll et Hyde, puis c'est une comédie subversive, contre-culturelle américaine, mais à l'époque où la contre-culture américaine, début des années 80, donc, est vraiment en train de se transformer en d'autres choses. Puis c'est vraiment super intéressant, en fait, quand on regarde ça de ce point de vue-là. Mais commençons par le film en tant que tel. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ça, Jekyll and Hyde Together Again. C'est un film de 1982 d'un gars qui s'appelle Jerry Belson, je crois qu'il s'appelle. C'est un gars qui a beaucoup travaillé à la télévision, mais surtout au niveau des scénarios. C'est un gars qui écrivait des scénarios humoristiques. C'est son premier long métrage, je pense, comme réalisateur, puis je pense qu'il en a fait juste un autre après, si je me base sur mon survol rapide de l'IMDb tantôt. Puis c'est probablement, encore une fois, parce que ce film-ci a perdu de l'argent, donc dans ce temps-là, souvent, il ne réengage pas. Donc c'est ça, mais c'est dommage que ça ait perdu de l'argent parce que c'est vraiment bon. Puis qu'est-ce que ça raconte, en gros? Ben c'est ça, c'est l'histoire de Dr. Jekyll et Monsieur Hyde, sauf que le Dr. Jekyll, là-dedans, c'est un chirurgien dans un hôpital, un gros hôpital, puis c'est le meilleur chirurgien de tout l'hôpital et il est promis un brillant avenir, et il est fiancé avec la fille du propriétaire de l'hôpital. On est aux États-Unis, donc c'est les hôpitaux privés. Quand le film commence, pendant la première scène, c'est donc le Dr. Jekyll qui fait une opération chirurgicale. Évidemment, c'est un grand succès. Quoi qu'il y a plein de trucs rigolos qui se passent en même temps. Mais c'est ça, à la fin de l'opération, il annonce solennellement que, c'est ça, il prend sa retraite de la chirurgie puis il va se consacrer à la recherche. Puis sa recherche, ce qu'il cherche à faire, évidemment, c'est, puisque c'est le docteur Jekyll, il cherche à trouver une manière pharmaceutique de refaire sortir le côté animal de l'être humain. Bon, c'est ça. Puis il réussit. Sauf que c'est ça, on est en 82 et à la place d'être un sérum, c'est de la cocaïne en fait. C'est une poudre blanche qui sniffe, là, qui renifle là, par accident pendant qu'il est endormi. Là, puis c'est comme ça qu'il y a sa première transformation. Mais tu sais, il se transforme en une caricature de gars sur la poudre dans les années 80, là, tu sais, avec une chaîne en or avec une lame de rasoir, là, tu sais, puis un long ongle de petits doigts pour pouvoir sniffer la coke, là, tu sais, puis une dent en or écrit « Love » dessus. C'est quoi, un bio qui flotte, là, sur le débris du navire hippie qui flotte, OK, sur les vagues de la désillusion. Sa dent en or avec « Love » écrit dedans. Donc, c'est ça. Puis, donc, c'est ça, il se transforme en un coquet bien raide et obsédé sexuel. Puis, en Jekyll, il est très, 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 très coincé. Puis, c'est ça, il est fiancé à la fille du propriétaire de l'hôpital, mais ils n'ont jamais couché ensemble. Parce que lui, c'est ça, il est trop gêné. Mais c'est ça, le soir, là, qu'il fait sa première ligne de poudre... De cocaïne expérimentale, c'est ça, il se ramasse avec une fille dans un groupe punk. Il devient hyper sexuel, puis quand il se lève le matin, évidemment, il est scandalisé par ce qu'il vient de faire, il jure de détruire sa drogue, là, mais il n'en est pas capable. Puis finalement, il se met à en reconsommer, puis ça continue comme ça. Puis c'est ça, je trouve qu'il y avoir donc un triangle amoureux entre les deux filles, là.
sa fiancée puis la fille punk. Puis le dernier élément de l'intrigue, vraiment, c'est qu'il y a une sorte de Howard Hughes, là, c'est carrément lui, en fait, une version caricaturelle du fameux millionnaire, milliardaire, excentrique et reclus, là, Howard Hughes. Ben c'est ça, il porte un autre nom, mais c'est clairement une version de ce gars-là là-dedans, puis il veut se faire une greffe de tout, essentiellement, une greffe de tous ses organes pour se remettre en forme et redevenir jeune, essentiellement, tout ça. Puis évidemment, il veut que Monsieur Jekyll, le docteur Jekyll, opère sur lui. Ça fait que ça va devenir un élément de l'intrigue plutôt important vers la fin du film. Mais en gros, c'est ça. Mais grosso modo, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est en fait une exploration d'un gars sur la coke. C'est ça que c'est. OK? Puis, pourquoi c'est bon en partie? Ben, c'est bon pour un paquet de raisons. Mais avant de parler du côté, OK, gars sur la poudre, on va commencer par le côté strictement comédie. Puis, l'humour, souvent, ça vieillit très mal. Mais honnêtement, j'ai trouvé ça drôle. J'ai pas trouvé que toutes les gags marchaient. Dans l'encyclopédie de Phil Hardy, il parle de ce film-là, l'encyclopédie des films de science-fiction, puis il mentionne que même à l'époque, tous les gags ne marchaient pas, là, mais lui aussi trouvait ça très drôle. C'est drôle, là. Puis il y a quelques gags peut-être qui ont un peu vieilli, mais je reviendrai peut-être tantôt parce que ça aussi c'est une des affaires que j'ai trouvé intéressante. Là, il y a un gag qui a rapport avec l'homosexualité, puis un en particulier, puis un gag qui implique des Japonais, mais je trouve pas que ça a vieilli, en fait. Justement, j'en parlerai tantôt de ça, parce que c'est une affaire, si on veut, qui est intéressante. Mais en tant que tel, c'est beaucoup comme un film de Mel Brooks, ou comme les Airplanes, là, y a-t-il un pilote dans l'avion, ou même des dessins animés de Bugs Bunny. Là. C'est un peu ce ton-là. C'est vraiment beaucoup ce ton-là, en fait. Il y a une infirmière dans la salle d'opération. L'infirmière à gros seins, là, je me demande si elle n'a pas appelé carrément comme ça dans le générique, puis elle porte du rouge à lèvres sur son masque là, de chirurgien, tu sais. Elle est jouée en passant par Elvira, Cassandra Peterson, c'est ça, la femme qui fait Elvira, Mistress of the Dark. C'est elle qui joue cette infirmière-là. C'est rempli, mur à mur, d'une succession là, de gags absurdes, hyper rigolos. C'est ça, c'est de l'humour absurde et rigolo. Mais c'est absurde, encore une fois, comme y a-t-il un pilote dans l'avion, ce genre de truc-là. À l'époque où c'était encore drôle, là, avant toutes les scary movies, puis les nombreuses versions qui ont un peu achevé ce genre-là, parce qu'à un moment donné, ça a juste arrêté d'être drôle, mais à l'époque, c'était encore drôle. Puis voilà, c'est juste super bon à ce niveau-là. Au niveau comique, ça marche. Puis il y a des trucs qui sont juste vulgaires et grossiers, j'ai trouvé ça, j'ai moins aimé. Mais il n'y en a pas tant que ça. Puis, règle générale, c'est beaucoup des blagues de fesses puis des blagues de drogue, mais c'est intelligent en même temps. Puis, c'est bien fait. C'est un pastiche... c'est un pastiche du Dr. Jekyll et de Monsieur Hyde, mais il y a des nombreux éléments qui sont pris directement dans ces genres de films-là. Là, il y a une séquence où est-ce que, par exemple, il va se suspendre à un chandelier, le docteur Monsieur Hyde, en fait, là, c'est ça. Là, puis il s'accroche à un rideau, puis il traverse une salle, comme ça, là, utilisant le rideau comme une liane, c'est pas ce genre d'affaires-là. Puis il y a toute une séquence à la fin en noir et blanc à Londres, où c'est carrément un pastiche des versions en noir et blanc des années 30 de Dr. Jekyll et Monsieur Hyde. Puis, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour que ça soit bon, puis ça l'est. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai remarqué d'autre qui est intéressant, qui est bon? Les comédiens sont bons. L'acteur... le gars qui fait Dr. Jekyll, aujourd'hui, il est moins connu, mais pendant un bout de temps, on le voyait beaucoup. Il s'appelle, je crois, Mark Blanfield. Il jouait un personnage un peu un personnage comme ça, un genre de gars hyper drogué, là, un pharmacien sur la coke, mais sur tout, il prenait toutes les pilules dans sa pharmacie. C'est ça le personnage, là.
Fait que dans Fridays, là, qui était un peu la version plus subversive de Saturday Night Live, mais il a joué dans Incredible Shrinking Woman, donc que j'ai mentionné, je pense, tout à l'heure. Puis il y a aussi eu il y a des petits rôles dans deux pastiches de Mel Brooks, à savoir son Dracula, puis son Robin des Bois. Donc, il y a des petits rôles là-dedans. Si vous le voyez, vous allez peut-être le reconnaître, là, c'est ça, Mark Banfield. Mais il y a d'autres visages qu'on reconnaît là-dedans. Surtout dans des petits rôles, là, je les nommerai pas toutes, mais il y a Elvira, je l'ai nommé. Il y a George Wendt, qu'on voit à peine, là, mais qui fait un patient à un moment donné. Lui, il est très connu parce qu'il faisait une norme dans Cheers. Je pense qu'il jouait dans House aussi, dans le premier. Il y a la vieille madame qui parle le jive dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, là. Elle est là-dedans, je pense qu'elle fait une infirmière ou quelque chose comme ça pendant une scène. Puis voilà, il y a au moins un autre gars. Il y a quelques personnages comme ça que j'ai eu l'impression de reconnaître parce qu'ils ont joué d'autres petits rôles ou parfois qui ont été beaucoup plus connus plus tard. Une dernière affaire que j'ai mentionnée qui est intéressante, c'est que toute la séquence où est-ce que Dr. Jekyll s'en va pour jeter sa poudre dans les toilettes le lendemain de sa première veille, c'est une assez longue scène. Puis tout le principe, c'est il faut vraiment que je jette ma poudre, là. Comment est-ce que j'ai pu faire ça? T'sais? Puis il est mort de honte, là. Puis là, il s'aligne pour jeter le truc dans les toilettes, mais il n'y arrive pas. Il se retient là, carrément comme ça. Puis il se met à faire un discours de « Ah non, mais pour la science, là, ça serait vraiment important que je pèse cette drogue-là pour savoir exactement combien j'en ai. Puis, mais qu'est-ce que ce billet de banque, ce billet de 1$ fait? Il faut voir. C'est toute une séquence comme ça où est-ce que il est d'une prodigieuse mauvaise foi avec lui-même parce que il veut absolument en refaire, mais il se l'avoue pas. Puis, écoutez, je suis pas un expert sur la poudre, mais ça me semble assez fidèle à la réalité, honnêtement, cet aspect-là. Ça sent le monde au moins qui ont déjà connu des gens qui en faisaient, là, tu sais, puis c'est bien observé, tu sais. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette séquence-là, mais j'ai plus ou moins tout aimé, en vérité, là, à peu près, là. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'on remarque? Il y a quand même plusieurs affaires intéressantes. Puis j'ai commencé en parlant de l'histoire de contre-culture. Puis, au début, là, justement, une des étudiantes en chirurgie qui pose les questions, qui interroge là, monsieur Dr. Jekyll, c'est clairement une hippie, mais une hippie de 1980. OK? Puis, elle finit son monologue au Dr. Jekyll avec genre « Save the Whale » ou quelque chose comme ça. Elle dit pas « Peace and Love », elle dit « Save the Whales ». Puis, le fait est que il y a une sorte de conversation, me semble-t-il, des États-Unis, un monologue des États-Unis avec eux-mêmes, pendant toute la période des années 70 puis 80 par rapport à l'époque hippie, puis que sont devenus nos idéaux, puis finalement, à la fin, comme une constatation, donc ils constatent qu'ils ont complètement renié, là, OK? En 1985, je pense, 85-86, que dans Aliens 2, dans le deuxième, là, avec le yuppie qui trahit tout le monde, là, c'est mort le hippisme, là, essentiellement, à ce moment-là. Il y a peut-être encore une couple de films de Cheech and Chong, là, je suis pas un expert là-dessus, mais c'est ça, la mentalité est rendue complètement ailleurs. Là. Rendu là, on est en plein dans les années Reagan, c'est ça. Puis, dans ce film-là, on a les vestiges des hippies, essentiellement, mais qui ont l'air d'avoir abandonné à peu près tout le côté paix, amour, justice sociale, puis qui sont juste là pour le party, finalement. Puis, voilà, donc il y aurait une piste là, de réflexion dans cette direction-là, OK? De juste regarder, OK, parce que tout le film, en fait,
parle de ça. C'est une comédie sur un gars sur la poudre, mais moi, il m'a semblé en tout cas que c'est écrit par un gars qui a vécu les années hippies, puis qui constate que là, c'est rendu ça. Puis j'ai l'impression que c'est ça le cœur fondamental du film, là, de dire, voyez ce que nous sommes devenus, essentiellement. Il y aurait des rapprochements à faire, moi j'ai trouvé, avec le Body Snatchers de Philip Kaufman, là, la version des années 70, 78, je pense que c'est, parce que ça se passe à San Francisco, puis encore une fois, c'est plus ou moins des anciens hippies, mais ils sont rendus dans leur trentaine, là, donc ils sont en train d'être plus ou moins, ils sont devenus beaucoup plus rangés. Puis, ça décrit, tu sais, Body Snatchers, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo, mais ben c'est ça, les gens ont l'impression, c'est une métaphore de la perte de l'identité, puis la perte de l'émotivité en général, puis de la perte de quelque chose de fondamental dans notre humanité. Là. Invasion of the Body Snatchers, c'est ça. Puis mis dans le contexte des hippies de San Francisco, mais en 78, ben une des lectures possibles, c'est OK, ben est-ce qu'il n'est pas possible que ça a un lien justement avec la désillusion des hippies? Là, il y a deux personnages qui sont plus proches là, de cette contre-culture-là en particulier dans Body Snatchers. Fait que c'est le personnage de Jeff Goldblum puis Veronica Cartwright, là. Tu sais, il parle de bouquins de soucoupe volante, puis de théorie du complot, puis tout ça. Donc, c'est ça, mais bon, puis juste pour dire qu'il y a d'autres films qui parlent un peu de ce thème-là, ben il y a le fameux The Big Chill, qui n'est pas un film de science-fiction ou un film de genre, mais qui raconte justement comment des vieux hippies, ben là, ils sont encore une fois dans leur trentaine, mais comment est-ce que des anciens hippies sont rendus complètement absorbés dans la culture. Ils ont abandonné complètement la contre-culture. Puis, c'est ça, c'est vraiment un thème qui revient très, très, très souvent. Je pense 30-something, je l'écoutais pas dans le temps, mais c'est un feuilleton qui jouait dans les années 80, ça a duré plusieurs années, je pense que ça parlait pas mal exactement de la même chose. Donc voilà, ça fait que c'est un thème qu'on retrouve là-dedans. Moi, j'ai plus que l'impression, je pense que c'est carrément ça que c'est. Puis c'est intéressant aussi parce que ça tourne autour de la coke, de la poudre. Puis quand les drogues populaires changent, ça a un effet sur la société. Quand les gens se sont mis à prendre du LSD, ça a eu un effet sur la société, avec tout le côté psychédélique, puis tu sais, le livre des morts tibétains était bien à la mode, le genre d'affaires, là, tu sais, bon. Puis ça a eu un effet au cinéma, de plein de manières. Mais après ça, dans les années 70, éventuellement, OK, la cocaïne devient plus répandue, puis ça, on peut voir la suite de... C'est ça, la transition, tu sais, dans Taxi, la série des années 70, entre autres, il y avait une sorte de vieux hippie, puis je me rappelle d'épisodes qui étaient très centrés autour de sa consommation de cocaïne, essentiellement. Fait que ça aussi, ça serait toute une piste de réflexion hyper intéressante, là. Puis c'est ça, autre chose qu'on... Bon, juste finir que le côté... les hippies étaient désabusés du hippie dès le début, là. OK? L'idée que c'était juste un prétexte, le paix et amour, que c'était juste un prétexte pour copuler puis prendre de la drogue. T'as ça, plus ou moins. C'est très... Même à l'époque, les gens le disaient, là. OK? Donc, bon, la copulation... je n'ai que de bonnes choses à dire, puis la drogue, ça vous regarde, mais c'est ça, l'idée est qu'il y avait de la mauvaise foi dès le début. Il y a des raisons, beaucoup de monde qui le disait, Like a Rolling Stone de Bob Dylan, c'est beaucoup de ça dont ça parle, en tout cas la manière que moi je le comprends. Donc c'est ça, ça fait qu'il y a toute une piste de réflexion intéressante par rapport à la contre-culture. Une affaire que moi je remarque dans le film, c'est qu'on a quand même encore l'impression de voir la contre-culture qui parle d'elle-même. Elle n'est pas entièrement récupérée. C'est un film, là.
OK? Puis, il y a des raisons intéressantes au niveau de la production. Pourquoi est-ce que ce film-là a été financé? Parce que, bon, j'ai vu ça tantôt rapidement. Il y avait une grève imminente des scénaristes ou quelque chose comme ça. Puis le studio voulait avoir du matériel, puis il était mal pris. Ça fait, bah. Mais bon, le fait est que quand tu regardes ce film-là, tu as l'impression de voir, même dans un contexte hollywoodien, de voir quelque chose qui ne fait pas complètement homogénéiser. Puis j'ai l'impression qu'on n'a plus ça de nos jours. Puis peut-être que, j'allais dire sur YouTube, on a ça, mais même là, bon, moi je suis sur YouTube, je fais mes vidéos sur YouTube, mais c'est extrêmement homogénéisé. Tu sais, cliquez sur like et subscribe, là, hein, tu sais, c'est ça. Puis avec les petits bouts de stock film, que tout le monde utilise les mêmes, là, tu sais, avec... bon, c'est ça. Moi, je remarque ça là-dedans. Là. Donc, c'est ça que je l'ai reçu comme un vent de fraîcheur, là, tu sais, dans ce film-là. Puis, on remarque, bon, il y a les punks là-dedans. Donc, il y a un mélange entre, tu sais ça, la culture punk, puis la culture hippie. Puis, en principe, les punks haïssent les hippies, mais là-dedans, ils coexistent très bien. Fait que ça, c'est intéressant. Sur la culture punk, j'en profite pour mentionner Repo Man là, de 85, là, de, je pense, Alex Cox, avec Emilio Estevez puis Howard Dean Stanton. C'est super bon, Repo Man. Il y a quelque chose, peut-être, il y a quelque chose de l'esprit de la contre-culture là-dedans. 85, donc milieu 80. Bref, c'est ça. Là, je ne m'attendrai pas sur Repo Man, là, revenons à nos moutons. Mais c'est un ovni, tu sais. Puis... Jekyll and Hyde Together Again, c'est un ovni à plus gros budget, mais ça demeure plutôt un ovni, puis on le perçoit comme ça. On le reçoit comme ça, puis c'est intéressant. J'ai mentionné que, c'est ça, il y avait des blagues avec des Japonais, puis il y a tout un gag. Il y a plusieurs blagues qui ont rapport avec l'homosexualité, puis des affaires comme ça. Puis à notre époque où les gens, tout le monde marche un peu sur des œufs sur ces sujets-là, puis c'est vrai qu'à l'époque, il y avait des blagues pas toujours très bienveillantes ni subtiles sur ces sujets-là. Ben, là-dedans, c'est pas subtil, mais c'est pas malveillant. Elle a l'affaire. Puis, je l'avoue, j'ai trouvé ça drôle. Vous me lancerez des pierres si vous voulez, là, mais je vous mets au défi de le regarder puis de trouver que c'est pas drôle. OK, il va dans le restaurant, le bar punk où chante la fille, c'est aussi un bar à sushi, mais bon, tu sais, puis le Monsieur Hyde commande du sushi au poulet, puis une cuisse de poulet crue dans un truc d'algues, puis tout ça, puis c'est juste drôle, tu sais. Puis par rapport à l'homosexualité, il y a un truc qui est franchement excellent, honnêtement, parce que ça finit à... Puis je vais finir là-dessus pourquoi c'est intéressant, mais il y a plusieurs autres affaires, là. Mais c'est ça, il va à Londres, puis à une réception extrêmement huppée, une remise de prix, en fait, extrêmement huppée, puis tellement huppée que la reine d'Angleterre est là en personne. Puis là, pendant le monologue d'introduction, on a quelqu'un très... tout le monde est en habit, là, queue de pie, là, nœud papillon blanc, tout le truc, là, tenue de soirée. Hein. Puis un de ces messieurs britanniques très distingués dit « And now, ladies and gentlemen, the Queen ». Mais l'affaire, c'est qu'en anglais, Queen, c'est un jeu de mots pour homosexuel de type grande folle. OK? Genre l'homosexuel extrêmement caricatural et efféminé. OK? Puis quand le gars dit « Ladies and gentlemen, the Queen », OK? Ben, à place d'être la reine d'Angleterre, Élisabeth II, c'est un homosexuel plutôt très efféminé. Okay? Mais l'affaire, et pourquoi est-ce que c'est génial, en fait? C'est qu'il est habillé comme un ambassadeur, il est habillé comme le roi d'Angleterre, avec ses médailles, là, puis c'est ça, la queue de pied, le papillon blanc, le gros truc, là, le plus chic qu'il est permis dans le code vestimentaire
occidentale, ben c'est ça, ce que le roi d'Angleterre porterait. Puis là, il arrive, puis tu sais, tout le monde dit « Ah, Your Majesty », puis là, il arrive, extrêmement efféminé, mais en même temps extrêmement digne, parce que c'est la reine d'Angleterre. Puis tout le monde le traite comme la reine d'Angleterre, puis il se comporte comme la reine d'Angleterre. Puis, c'est ça. Fait qu'il est extrêmement digne en même temps. C'était écœurant, là. C'est super bon, cette affaire. C'est super bon, là. OK? Puis, on n'ose plus faire des blagues comme ça aujourd'hui parce qu'aussitôt qu'on met en scène, c'est ça, des minorités ethniques, si on veut, ou des groupes ethniques, quoi qu'il y en a il y en a qu'on a le droit de les insulter. Vous remarquerez qu'il y en a que c'est permis. Fait que ça aussi, ça serait quelque chose qui serait intéressant à regarder si on voulait. Mais je ne me lancerai pas là-dedans, mais c'est ça. Mais aussitôt qu'on touche à ces sujets-là, dans le cadre de la conversation actuelle aujourd'hui, c'est aussitôt monté en épingle comme quelque chose de forcément malicieux. Puis ça l'est pas. C'est clairement pas ça qui se passe dans ce film-là du tout. Tu sais, puis c'est facile d'en trouver des exemples. T'sais, Eddie Murphy, là, ses monologues à l'époque, là, oui. Oui, OK, clairement, c'est ce qu'on appellerait homophobe de nos jours, tu sais, mais là-dedans, ça ne l'est pas du tout. Puis, honnêtement, c'est rafraîchissant. Fait que, ouais, il y a des blagues qui mettent en scène des versions un peu caricaturales, ben, très caricaturales de différents groupes ethniques, mais c'est pas... Il n'y a aucune mauvaise intention, il n'y a aucune mauvaise volonté, puis c'est plutôt joyeux que d'autres choses. Puis je suis pas mal certain qu'il n'y a pas un homosexuel sur Terre qui va être choqué en regardant ça, ou un Japonais, ou il y a des Juifs là-dedans. C'est pas choquant, tu sais. Donc, fait que ça serait intéressant. Moi, je remarque ça. Okay? Donc, ça serait intéressant de dire, OK, bon, mais pourquoi est-ce que là-dedans ça passe, puis ailleurs, ça passe pas. Voilà. Donc, je remarque, à mon avis, que là-dedans, ça passe. Puis, moi, je trouve ça intéressant. Surtout quand c'est autant polémique aujourd'hui. Puis, clairement, on voit que même là, je marche un peu sur les œufs en parlant, tu sais. Donc, fait que c'est ça. Est-ce que j'ai d'autres choses à rajouter? Il y a quand même une dernière affaire, il faut que je mentionne. Deux. OK. Ben, premièrement, il parle de répression du côté animal. Il y en aurait des tonnes à dire là-dessus. Je pense que c'est probablement quelque chose qu'on retrouve dans le roman. Là. Ça fait très longtemps que je l'ai lu, mais puis ça, ben c'est... quand je vois ça, ça me fait tout de suite penser à Wilhelm Reich, là, puis toutes ces histoires-là. Donc, il y a quelque chose d'intéressant potentiellement dans cette direction-là qu'on pourrait regarder. Puis, il y a des classes sociales là-dedans. C'est la dernière... Là, c'est vrai que c'est la dernière affaire que je dis sur le film. Je remarque que c'est ça, le propriétaire de l'hôpital, il vit dans un énorme manoir, puis la fiancée du docteur Jekyll, sa fille, donc qui est clairement de la très haute bourgeoisie, ben c'est ça, elle fait de l'équitation, puis au début, c'est ça, après sa nuit de débauche, sa première nuit de débauche, le docteur Jekyll se rend au centre d'équitation parce qu'il bat sa coulpe. Il veut s'excuser à sa fiancée. Puis il se fait carrément dire, essentiellement, Chris ton camp, sale prolo, là, grosso modo. Là, j'ai pas noté la citation exacte, mais il se fait dire qu'il n'est pas de la bonne classe sociale pour être là, pour entrer. Il n'est pas le bienvenu. Puis aux États-Unis, puis au Canada, c'est intéressant parce que c'est des sociétés qui se présentent plus ou moins comme des sociétés sans classe. Puis j'ai mentionné dans d'autres vidéos que c'est beaucoup ça, tu sais, que dans la société capitaliste, à l'époque où les Britanniques sont encore la puissance dominante, donc quand on regarde des films de science-fiction des années 30, 40, etc., ben les classes sociales sont omniprésentes, puis la vertu est incarnée par les gens au sommet de la pyramide des classes sociales. Puis c'est extrêmement hiérarchisé. Puis le principal changement, moi, que je remarque là, entre les deux changements, c'est quand les États-Unis prennent le relais
des Britanniques, ben c'est que eux ils mettent en scène dans leurs histoires une société où il n'y a plus de classe sociale. Mais est-ce que c'est qu'il n'y en a plus ou c'est qu'on n'en parle plus? OK? Puis qu'on ne met plus l'accent là-dessus. Essentiellement, c'est une manière... Puis c'est super intéressant, à mon avis, cet aspect-là, parce que il y a à la fois un déni qu'elles existent, puis il y a une forme de double pensée, moi j'ai l'impression, qu'on a tous, si on vit en Amérique du Nord, puis peut-être même en Occident au complet, mais certainement en Amérique du Nord, il y a une forme de double pensée par rapport à la question des classes sociales. Moi j'ai l'impression. Parce que c'est ça, il n'y en a pas, mais clairement il y en a, puis les milliardaires en Amérique du Nord ou partout dans le monde, ils se mélangent. Ils n'ont pas les mêmes magasins. Ils ne vont pas dans les mêmes magasins. J'ai une amie qui faisait partie de cette classe sociale-là, puis elle est allée passer, genre Noël, à un moment donné, chez Monsieur Kraft. Là. Kraft, là, OK? Le beurre de peanut Kraft, OK? Ce Kraft-là, OK? Elle est allée passer le temps des fêtes chez eux. Puis, il n'y a pas de produits Kraft chez Monsieur Kraft. Puis, à Montréal, je sais qu'il y en a, mais il y en a beaucoup d'autres endroits. Là. Il y a des boutiques pour les gens qui ont de l'argent. Qui ont de l'argent pour vrai, là. OK? Puis dans ces boutiques-là, tu le sais parce que tu rentres puis il n'y a pas de prix sur rien. OK? Puis j'en ai visité de ces boutiques-là, peut-être que vous aussi. Puis l'idée, c'est qu'aucun article n'a de prix. Puis si tu demandes au caissier, mettons, combien coûte le chandail, ils vont te répondre, c'est ça, ils vont te répondre, ben si tu sais, la phrase connue, si tu as besoin de demander, tu n'as pas les moyens de te le payer. Pour une société où le discours, c'est beaucoup « si tu travailles assez fort, toi aussi, tu peux devenir milliardaire », puis où on nous présente des Bill Gates, puis des Steve Jobs, puis les grands innovateurs, les créateurs de start-up, puis tout ça. Ben, c'est des modèles qui nous sont servis à la journée longue, là, me semble-t-il, comme étant ce à quoi tout le monde peut aspirer s'il travaille assez fort, n'est-ce pas? Puis si il y a les qualités morales et spirituelles nécessaires pour parvenir à ces hauts jalons de la société. Donc, il y a une... c'est ça, il y a une... On sait qu'il y a des classes sociales, mais en même temps, on fait comme s'il n'y en avait pas. Puis, je dis que j'ai l'impression que c'est une forme de double pensée parce que les deux cohabitent en même temps dans notre esprit. Voilà. Puis j'ai l'impression qu'on reconnaît là, justement, qu'il y a un angle mort idéologique, dans le sens où c'est idéologique et c'est l'idéologie qui crée l'angle mort, parce que c'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Pas juste sur les questions de classe sociale, mais même, bon, moi j'ai l'impression que sur les questions de racisme, par exemple, OK, ou toutes ces affaires-là, ben il y a un peu la même chose qui se passe, où est-ce que... voilà, OK, ça serait un vaste sujet, mais voilà. Donc, fait beaucoup de choses intéressantes à ce niveau-là. Comme toujours, bon, faut pas, c'est ça, il n'y a pas lieu de tirer de grosses conclusions là, à ce stade-ci, mais c'est intéressant de voir ça dans les films, puis c'est intéressant de comparer avec les différents films, puis plus que j'en regarde, plus que je trouve ça intéressant. Recommandation pour aujourd'hui, c'est un film dont je suis content d'avoir l'occasion de parler, c'est Simon de 1980. J'ai oublié de noter le nom du réalisateur, mais c'est avec Alan Arkin, je crois qu'il s'appelle. C'est une comédie, c'est pour ça que j'en parle, comédie de science-fiction début 80, donc voilà pourquoi j'en parle. Mais c'est plutôt... Alan Arkin, je pense que c'est un collaborateur de Woody Allen, puis ça paraît, là, dans le sens où c'est vraiment l'humour d'intellectuel juif peut-être, l'intellectuel juif new-yorkais, là. C'est ce type d'humour, là, l'humour Woody Allen. OK?
qu'est-ce que ça raconte? En gros, ben, c'est un institut de psychologie avec un budget stratosphérique, un budget illimité. Là. Ils ont tellement d'argent qu'ils ne savent pas quoi en faire. Puis, parce que ça les amuse, il y a 2 savants qui décident de laver le cerveau d'un professeur de psychologie quelque part, donc d'un intello, c'est ça, puis qui est Alan Arkin, qui est le fameux Simon, puis ils vont lui laver le cerveau, puis ils vont le convaincre qu'il est un extraterrestre. Puis c'est ça qu'ils font. Puis, éventuellement, fait que là, on voit le processus de comment est-ce qu'il décide de faire ça, pourquoi il décide de faire ça, puis ça, c'est parce qu'il trouve ça drôle. Il y a le lavage de cerveau, il y a comment est-ce que le professeur se comporte un coup que le cerveau il y a un coup qui pense qu'il est extraterrestre, mais éventuellement, c'est ça, ce fameux Simon, il devient une figure médiatique et puis il lance une secte, en fait. Il se fait interviewer, je pense, à la TV, puis il devient une sorte de Maharishi extraterrestre, là, puis avec des fidèles, puis tout ça. Un chef de secte, en gros, New Age, là. Puis, en gros, c'est ça. Je me rappelle pas tout ce qui se passe, là, mais c'est un peu comme ça. Puis, ça fait un bon contrepoids à notre film de Dr. Jekyll and Hyde, là, parce que Jekyll et Monsieur Hyde, parce que c'est plus humour intello. Là. C'est de l'humour pour intello, on va vous le dire, là. Mais, ben, écoutez, si vous en êtes un, il y a des chances que vous aimiez ça. Puis, écoutez, quand on est intello, c'est souvent bien de ne pas le dire, c'est plate à dire, hein? Mais fait que, disons que si vous êtes intello, puis des fois vous aimeriez ça avoir des films qui sont pour ce public-là, ben Simon c'en est un. Okay, puis, vous cacherez le film, là, votre copie numérique dans un sac en papier brun pour pas que vos voisins voient que vous avez un truc honteux comme ça, mais aussi honteux qu'un film pour intello prétentieux, mais c'est de l'humour pour intello prétentieux, puis c'est bon, écoute, c'est bon. Je pense pas que c'est prétentieux. Voilà, donc pourquoi c'est bon, Jekyll and Hyde Together Again, ben c'est bon pour un paquet de raisons, mais fondamentalement c'est bon, c'est juste bon parce que c'est super drôle.